Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le député Les Républicains, Marc Le Fur. Bonjour Marc Le Fur. Votre grand-mère maternelle ne vous parlait que breton et c'est dans la maison familiale de la petite commune de Plévin dans les Côtes-d'Armor que vous avez grandi. Pas les deux pieds dans le même sabot, vous avez fait l'ENA, intégré la haute fonction publique, puis vous êtes entré en politique. Conseiller d'Édouard Balladur au ministère des Finances en 1986, vous êtes élu député dans les Côtes-d'Armor, une première fois en 1993, puis de façon sans interruption depuis 2002. Vous êtes l'un des 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale et membre du bureau politique des Républicains. En décembre 2015, vous êtes candidat de la droite au régional, mais c'est Jean-Yves Le Drian qui s'imposera, le candidat socialiste. Catholique pratiquant, vous comptez parmi les députés qui ont mené la fronde contre le mariage pour tous en 2012. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Et c'est Laurent de Boissieu qui commence cette première partie de Face aux chrétiens. Bonjour Monsieur Le Fur. Bonjour. Remaniement croquignolesque à l'automne, affaire Benalla cet été. Est-ce que cela dit, selon vous, quelque chose de la présidence Macron, de l'exercice du pouvoir par la nouvelle majorité d'Emmanuel Macron ? Alors, toute petite rectification, en 2015, j'étais à la tête d'une liste réunissant la droite, le centre et les régionalistes. Donc, nous n'avons pas... Et certains régionalistes. Pas tous les régionalistes. Mais ceux qui se réclament, en tout cas, de notre conception du régionalisme. Bon, objectivement, le gouvernement est confronté à une crise pratiquement constante depuis juillet. Et cette crise s'accentue. Mardi dernier, on avait déjà entendu l'anecdote, enfin la nouvelle déjà, mais on confirmait la démission du ministre de l'Intérieur. Et depuis, notre gouvernement est dans l'incertitude, une crise très longue, de manière très surprenante. C'est une crise ? C'est une crise. Quand le poste aussi essentiel de ministre de l'Intérieur n'est pas pourvu, c'est une crise. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'immédiat, de l'urgence. Il est à la tête de gendarmes, de policiers, auxquels on demande une disponibilité totale, une réactivité totale, et ils constatent qu'à leur tête, il n'y a plus de ministre. C'est un peu surprenant, et objectivement, j'espère qu'on va vite sortir de cela. Comment expliquer cette crise ? Je n'ai pas tous les éléments pour le dire, mais cette durée implique qu'il y a vraiment un problème de fond, peut-être entre le président et le Premier ministre. Je n'ai pas d'informations particulières, mais en tout état de cause, cette situation est très insatisfaisante. Certains évoquent un problème de ressources humaines, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas, cette majorité un peu étonnante, nouvelle, ne dispose pas de vrais poids lourds politiques auxquels faire appel pour remplir des postes importants. Oui, c'est vrai. Peu de gens sur le banc de touche, pas d'équipe B. C'est une vraie difficulté. Alors, ils ont des parlementaires de qualité qui se formeront, mais ça met du temps. Je crois que dans toute activité, l'expérience compte. Je crois que cette expérience, beaucoup ne l'ont pas encore. Ils l'auront et ils ont le niveau pour. En tout état de cause, c'est une difficulté aussi en termes de ressources humaines. Il faut que chacun fasse preuve d'humilité, apprenne. Et dans ce gouvernement aussi, on sent des faiblesses, objectivement. La droite, l'opposition de droite à laquelle vous appartenez, les Républicains, vont-ils vraiment mieux ? On a l'impression qu'il y a une crise de leadership qui date à peu près de l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012, qui ne s'est jamais vraiment résolue. Il y a eu François Fillon, puis bon, il y a eu l'accident de campagne, pendant sa campagne présidentielle. Et depuis, même Laurent Wauquiez, on a l'impression qu'il n'y a plus de leader incontesté à droite qui s'impose, notamment dans la perspective de la prochaine présidentielle, pour incarner une alternance. Alors, on a connu une véritable crise. On espérait l'emporter il y a ça un peu plus d'1 an. On a subi un échec conséquent au présidentiel, aux législatives. Nous avions 200 députés. On est revenu avec un peu plus d'une centaine de députés maintenant. C'est une difficulté. Mais je constate que des élections internes ont eu lieu. Laurent Wauquiez a été élu, bien élu. S'il y avait eu d'autres candidats, voilà, en tout cas, il n'y a pas eu d'autres candidats significatifs. Sa principale opposante, Valérie Pécresse, ne s'était pas présentée. Voilà, et que, dans une élection, on se présente ou on ne se présente pas. Si on ne se présente pas, on a moins de légitimité pour s'exprimer après, quand même. Hein. En tout état de cause, il y a désormais une organisation. En tout état de cause, nous emportons à peu près tous les partiels, et ça, il faut le noter.
Mais il n'empêche que nous avons connu, il y a de cela maintenant un peu plus d'un an, une vraie difficulté. La bourgeoisie, au sens très large, nous a lâchés. Ça s'est traduit dans des départements comme les Hauts-de-Seine, les Yvelines, Paris, etc. Nous avons gardé des circonscriptions à assises populaires. Ce qui fait que les thèmes plus populaires sont maintenant plus entendus dans notre organisation. Et moi, ça me va bien. Est-ce qu'une des difficultés de la droite, ce n'est pas également, on a le budget 2019 qui arrive au Parlement, que sur beaucoup de thématiques, finalement, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, qui vient de votre famille politique, reprennent vos idées alors, sur l'orientation globale. Alors, vous allez dire dans le détail, c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez. C'est pas mais on voit détail, sur CICE pour les entreprises, il y a beaucoup de points où c'est ce que vous-même vous preniez. On ne prenait pas l'augmentation de la CSG, qui a été un vrai sujet, un drame pour une partie de nos compatriotes, en particulier pour les retraités. On ne prenait pas l'augmentation massive telle qu'elle se fait du carburant. C'est une vraie difficulté. Dans ma circonscription, le sujet de conversation aujourd'hui, c'est le prix du gasoil. Il faut le savoir. Quand on dépasse le 1,5, quand des gens, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des enfants, doivent faire le plein pratiquement toutes les semaines, c'est un sujet. Donc tout ça, on n'était pas du tout dans cette logique-là. Depuis un an, nous, on a mis l'accent sur l'abandon d'un certain nombre de territoires. Je le constate avec mes collègues. Mes nouveaux collègues sont des gens très, 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 très bien, qui ont beaucoup de qualités, mais la notion de territoire leur est bien souvent étrangère. Et puis l'abandon aussi d'un certain nombre de catégories dont le pouvoir d'achat est atteint. Moi, je m'efforce de défendre le monde ouvrier, qui est oublié de tout le monde d'ailleurs, totalement oublié, alors qu'il joue un rôle essentiel dans notre économie. La fin de la taxe, tout de même, la taxe d'habitation, il y a comme ça quelques signaux forts qui ont été envoyés pour le pouvoir d'achat. C'est pas suffisant selon vous ? Oui, enfin, en tout cas, pour le pouvoir d'achat, il va y avoir des vraies difficultés. La stagnation des allocations familiales, la stagnation des APL, l'augmentation des CSG, j'y ai fait allusion, et puis demain, le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ce n'est rien d'autre qu'une augmentation de l'impôt direct, puisqu'on va appliquer non pas à l'année précédente, mais à l'année en cours. L'année en cours, il y a toujours une augmentation du fait de l'inflation, du fait des promotions. Beaucoup de gens bénéficient de promotions, etc., mais ils seront imposés désormais là-dessus, au lieu d'attendre le décalage pour gérer d'un an. un budget, vaut mieux être imposé sur son gagne à l'instant T que ce qu'on a gagné à l'instant T moins 1. Oui, à part que si on gagne un peu plus, on est imposé un peu plus. Oui, mais vous seriez imposé un peu plus l'année suivante en gagnant un peu moins, cette fois-ci. Le prélèvement à la source, c'est le moyen de faire les poches des Français. Jusqu'à présent, on était imposé en fonction des revenus d'une année et on bénéficiait de déductions liées aux enfants, aux réductions fiscales, etc. Tout ça sur la même année, N-1 en quelque sorte. Désormais, on paiera tout de suite l'impôt sur ces revenus et ce n'est qu'un an après que l'on bénéficiera d'éventuelles réductions. Donc, les Français vont faire la trésorerie de l'État, ils vont le découvrir dès le 1er janvier, enfin dès les feuilles de paye de janvier, en constatant que ce qui est en bas à droite de leur feuille de paye va diminuer, en constatant que deux personnes qui faisaient le même travail, qui avaient le même salaire, ils n'auront plus la même chose en bas à droite. Ça va diminuer parce qu'au 1er du mois, en effet, ils auront un petit peu moins, mais au 16 du mois, ils ne paieront pas, pour ceux qui sont mensualisés, l'impôt qu'ils auraient payé. Alors, c'est vrai. Mais il n'empêche que jusqu'à présent, l'impôt était calculé en tenant compte de la ressource et en tenant compte des différentes déductions. Ça ne sera plus le cas. Et puis, sur le fond, et c'est ça qui pour moi est le plus inquiétant, nous étions dans une logique de familialisation de l'impôt. Eh bien, le prélèvement à la source, c'est quelque sorte une organisation très hostile à la familialisation de l'impôt qui, de fait, risque d'être mise en cause au fil du temps. Pourquoi ? Parce que ce qui est prévu, il n'y a pas de remise en cause, dans le sens où il n'y a pas de remise en cause. Pour que les gens comprennent bien, chaque année, vous déclarez, le foyer déclare, et ensuite, c'est éventuellement réparti individuellement, proportionnellement à ce que vous avez apporté. Mais à partir du moment où ce prélèvement se fera sur le salaire, eh bien, spontanément, les gens se poseront la question de la familialisation, et ça me paraît assez redoutable. La logique fiscale française, c'est on tient compte, pour élaborer l'impôt, de la ressource, mais aussi des charges, et aussi des charges familiales. Ceci est mis en cause. Ceci a déjà été, d'ailleurs, par la gauche, et En Marche l'a confirmé, avec la réduction du quotient familial, par exemple. Parlons des dépenses publiques aussi, puisqu'il est question du budget. Est-ce que le gouvernement va assez loin, taille dans les dépenses publiques, ou est-ce qu'il faut aller plus loin et où couper ? Alors, est-ce que vous seriez, vous, LR, au pouvoir, aller plus loin ? François Fillon proposait d'aller plus loin dans son programme. C'est clair que notre logique, c'était d'aller plus loin. C'est compliqué, je le sais.
Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'effort dans le budget qui va nous être proposé sur la dépense publique, puisqu'on réduit le nombre de fonctionnaires d'un peu plus de 4000, qui est très peu objectivement. Cet effort doit intervenir. Cet effort, il est délicat, il est difficile. Il y a de cela quelques heures, des propositions ont été faites par Laurent Wauquiez et ses équipes, en particulier pour permettre de passer les horaires de travail dans la fonction publique de 35 à 39 heures. Ça sera une véritable économie qui nous permettra d'éviter des postes supplémentaires dans la fonction publique en faisant travailler un peu plus chacun là où il est. Vous pensez qu'il y a une marge d'augmentation, de qu'il y a une rentabilité, marge, de productivité je des fonctionnaires? Je sais que c'est pas simple. Donc quand on voit la justice, alors c'est peut-être un peu, la fonction publique qui... Rappelons-nous de l'époque de Nicolas Sarkozy. Il y a une mesure très simple qui, sur plusieurs années, est très payante, elle est très explicable. 2 départs, une arrivée. 2 départs, une arrivée. On ne licencie personne, évidemment, dans la fonction publique, mais 2 départs, une arrivée, sur plusieurs années, c'est très payant en termes de dépenses publiques. Je constate que le gouvernement ne s'est pas du tout engagé dans cette question. Je constate également que le pouvoir d'achat des Français stagne. Je constate qu'en termes d'emploi, on a eu quelques bonnes nouvelles au tout début de la période Macron, mais on était sur la pente antérieure, en quelque sorte, et que maintenant, hélas, oui, c'est un certain nombre de dispositions type CICE qui ont eu des effets retardés, en quelque sorte, mais là, pour le coup, en termes de chômage, le temps des bonnes nouvelles n'est pas devant nous, semble-t-il. La réforme des retraites est engagée, et plutôt bien engagée apparemment. Les syndicats ont l'air plutôt de participer à tout ce qui est mis en place en termes de concertation. On a beaucoup reproché à ce président justement de ne pas entendre les corps sociaux, d'être jupitérien. Là, apparemment, il y a une écoute. Alors c'est une grande affaire, on est au tout début, il faut attendre que les choses se précisent. Ce qui va dans le bon sens, c'est rapprocher les différents régimes. Nous l'avons toujours dit, il semble-t-il cette volonté de le faire. Moi, je suis un peu méfiant sur l'histoire de la retraite à points, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et puis, je suis aussi très attentif sur un certain nombre de sujets qui touchent aussi, puisque notre organisation a respecté jusqu'à présent la famille. Donc, dans les pensions de réversion en particulier, on a eu un débat. On a eu, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, une petite crise. J'espère que nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles sur ce sujet. Vous craignez concrètement qu'il y ait une remise en cause des pensions de réversion? Oui, la crainte existe. Les pensions de réversion, c'est 15% de plus de retraite pour les femmes. Donc ça compte. D'autant que les femmes ont des retraites plus modestes, objectivement. Les européennes, la grande échéance maintenant qui est devant nous, est-ce que les Républicains doivent y aller unis avec d'autres formations? Est-ce qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, il y a des possibilités d'alliance ou pas? Nous devons y aller sous nos couleurs. C'est un exercice qui n'est jamais simple pour notre famille politique. La tradition, c'est d'associer, c'est une fois de plus pas si simple, des gens qui sont attachés à l'Europe des nations et puis des gens qui sont plus soucieux de coopération européenne. J'espère que nous y parviendrons. L'exercice, en tout cas, ne doit pas se limiter, comme le voudrait, semble-t-il, le président de la République, à une opposition entre Macron et Le Pen. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ne tombons pas dans ce piège. Une dernière question de Laurent de Boissieu. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'occasion soit du remaniement, soit des européennes, de nouveau, la majorité grignote à droite, au centre-droit, soit directement chez les Républicains, soit c'est Agir, qui est ancien républicain, qui sont un petit peu entre la majorité et l'opposition? Bon, Agir, c'est complètement loupé. Ça n'a pas du tout marché. Je vois mes collègues d'Agir, ils ont compris que la majorité n'avait pas besoin d'eux, donc c'est un échec à peu près total. Le sujet, c'est que nous devons être cohérents, nous devons présenter notre programme, nous devons prôner une Europe qui rassemble l'ensemble du continent européen. Pourquoi vous le rassemblez? Vous n'aurez pas de projet européen cohérent. Alors, j'ai dit que ce n'était pas simple pour nous, parce que les traditions peuvent être diverses dans notre famille politique, mais en tout état de cause, nous estimons que la France doit avoir sa place dans l'Europe. Madame Merkel, c'est sûr, elle compte, mais elle ne doit pas être seule. L'Europe, ce n'est pas simplement un projet collectif, c'est aussi la défense des intérêts français. Et j'attends du gouvernement des positions très claires. Je prends un exemple très concret qui intéresse mon secteur, c'est la politique agricole commune. Pour le moment, on entend très peu le président de la République. J'ai écouté de très près les propos du président de la République, qu'il a prononcé à la Sorbonne, qu'il a prononcé à Strasbourg, qu'il a prononcé à Athènes, qu'il a prononcé à Aix-la-Chapelle. 4 grands et beaux discours.
À aucun moment, il ne parle de ces sujets-là, de ces sujets agricoles, agroalimentaires. C'est énorme en termes d'emploi. Nous en parlerons, Marc Le Fur, de cette agriculture dans la troisième partie de cette émission. Nous allons marquer une courte pause. Merci Laurent de Boissieu. Et nous nous retrouvons dans un instant. Vous serez interrogé par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Marc Le Fur. Il est interrogé par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Alors, on va parler de questions éthiques, si vous le voulez bien, ou de questions de mœurs. Enfin, on va croiser tout cela à l'aune de différents sujets. Le premier, c'est le pape François qui, dans une homélie, a parlé de l'avortement en des termes assez directs, en disant que se débarrasser d'un être humain, c'était comme, sous la forme de l'avortement, c'était comme avoir recours à un tueur à gages. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le pape a rappelé la position constante de l'Église. Position d'ailleurs classique, identifiée depuis toujours, d'hostilité à l'avortement. Voilà ce que ça m'inspire fondamentalement. Sur la forme, sur les mots choisis. La forme, il appartient au pape de définir, de retenir les mots qu'il juge nécessaires. En tout état de cause, l'Église est hostile à l'avortement. Un chrétien normalement constitué ne peut pas être favorable à l'avortement. Il n'empêche qu'il y a un droit objectif. Il n'empêche que ce droit existe, que l'avortement existe, que on a légiféré là-dessus, et j'imagine pas qu'on y revienne dans les années à venir. Annie Genevard a parlé de mots inutilement blessants. Est-ce que vous êtes sur sa ligne ? Moi, je n'ai pas pas l'habitude de critiquer les mots utilisés. L'idée, en tout cas, est constante dans l'Église, pérenne, et je ne vois pas l'Église disant autre chose sur l'avortement. Sur cette question, ça peut devenir un sujet politique, c'est ça, parce que la question, en fait, c'est pas que le pape parle tout seul dans son coin et que finalement personne ne l'écoute. La question, c'est est-ce que les politiques s'emparent de ce sujet ? Le sujet reste politique. Le sujet, c'est l'application de la loi Veil dans ses diverses dispositions, en particulier sur le respect de l'objection de conscience, parce que le sujet est revenu récemment, en particulier sur la nécessité d'offrir des alternatives aux jeunes femmes confrontées à des crises, à la difficulté, à l'épreuve que cela peut représenter. Le sujet, c'est pas donc de montrer du doigt quiconque, mais c'est en tout état de cause de respecter ce qui était une synthèse et de ne pas prendre simplement certains éléments de la synthèse. Le sujet aussi, c'est de s'interroger. On le voit en particulier pour la trisomie 21, mais on pourrait le voir demain du fait des évolutions technologiques, sur l'eugénisme rampant, qui est occasionné par les diverses législations qui se sont accumulées. Donc tout ça, c'est le débat politique, oui. Est-ce que vous êtes pour intégrer cette question, je ne sais pas moi, dans un programme politique, électoral Alors à titre personnel, moi je n'ai pas hésité à mettre en exergue ces questions. L'accueil de l'enfant, l'accueil du plus fragile, ça compte. Une société, c'est aussi une attention à ceux qui sont les plus fragiles. Donc les plus fragiles, c'est aussi les personnes handicapées. Voilà, on décide, il n'y a plus de trisomiques dans ce pays. Vous vous rendez compte de l'agression que cela représente pour ces personnes qui font des choses assez exceptionnelles. Des choses assez exceptionnelles. Allez voir des pièces de théâtre où jouent des trisomiques. Ou pour les familles qui les ont accueillis. Alors l'autre info, c'est peut-être les questions liées à la PMA, savoir un peu comment vous réagissez après l'avis consultatif du comité d'éthique, et puis savoir si, en tant que politique, vous pensez que ça va embrayer sur une mobilisation, et si oui, laquelle ? Alors on parle beaucoup de l'avis, et plus personne ne parle des états généraux qui ont précédé, qui ont abouti à des conclusions assez claires sur la PMA, et appelant à la prudence sur une quelconque évolution. Donc, si vous voulez, on est confronté à une majorité politique qui, globalement, est d'inspiration libérale, libertaire. Je schématise à peine. Donc, pour moi, ça implique une certaine vigilance. Cette inspiration globale, me semble-t-il, est compensée par la prudence du président de la République. Il était le conseiller de François Hollande au moment du débat sur le mariage pour tous. Comme tout un chacun, il n'a pas imaginé à l'époque la réaction populaire que ça allait entraîner, la division dans le pays que cela allait occasionner. C'est ce qui s'est passé, et j'espère, et je le crois, qu'il
comprendra qu'il n'est pas nécessaire de diviser le pays sur ces questions. Donc, je l'invite à la plus grande prudence. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? Pas de projet de loi, c'est ça? Si vous voulez, le sujet, c'est pas la PMA en tant que telle. La PMA dans le couple, elle existe. Et il s'agit de permettre d'aider les couples qui sont confrontés à l'infécondité, en quelque sorte. Et ça, c'est le devoir de la médecine d'y concourir. Et donc, j'y adhère, j'ai pas de sujet majeur là-dessus. Le sujet, c'est la PMA sans père. C'est-à-dire le fait que le père n'est plus nécessaire dans la reproduction. C'est une vraie difficulté, objectivement. C'est une rupture avec toute la conception que nous avons et qui, moi, me convient de l'altérité père-mère et de la naissance de l'enfant, si vous voulez. Donc la médecine, et c'est ce qu'ont dit les États généraux, elle a pour vocation d'éviter, comment dirais-je, ce qui est anormal au regard des règles de la nature, mais elle n'a pas nécessairement pour vocation, à moins qu'on change complètement de dispositif, de rompre avec les règles de la nature. En 2012, il faut se rappeler que la manif pour tous avait débuté, a surpris un peu tout le monde, y compris dans l'opposition. Tout à fait, Les politiques ont mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait et à embrayer, j'allais dire. Comment vous envisagez les choses aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'un nouvel épisode de la manif pour tous dans peut tous se ces débats de dérouler? société, le débat social, le débat public, le débat intellectuel précède le débat politique. Nous, pour le moment, nous ne sommes pas saisis. Quand nous serons saisis, nous serons là. J'avais passé à l'époque plusieurs jours et plusieurs nuits dans l'hémicycle. Voilà. Mais pour le moment, le débat n'a pas lieu. Fin novembre, le projet de loi doit être présenté. Alors, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas, d'après les informations que j'ai. Une commission a été constituée, elle est d'ailleurs présidée par Xavier Breton à l'Assemblée, donc elle a vocation à travailler. Je ne vois pas très bien comment on peut examiner le projet de loi aussi rapidement, ne serait-ce que parce qu'à l'automne, on ne peut pas, le budget l'interdit, et retour en janvier, le président de la République a dit qu'il remettait sur l'ouvrage la révision constitutionnelle. Donc, de toute façon, ce sera quelque chose de long, et c'est bien légitime. C'est bien légitime. Un débat de cette nature exige du temps, exige de la réflexion. En tout état de cause, il doit avoir lieu dans l'opinion. Et j'espère que l'on n'oubliera pas ce qui avait d'ailleurs été lancé avec beaucoup de tambours et de trompettes, mais dont on ne parle plus, c'est-à-dire les États généraux qui avaient abouti à des incitations à la plus grande prudence. Mais quel est votre degré personnel même de mobilisation sur ce sujet? Est-ce que vous attendez, vous attendez que, en tant que législateur, la société civile bouge, ou est-ce que vous attendez que votre parti bouge, etc. ou... Le débat politique, au sens le plus noble du terme, il se conclut à l'Assemblée, au Sénat, etc. Mais il doit avoir lieu dans la société civile. Et d'ailleurs, je vois qu'il démarre, je vois qu'il est en train de s'organiser. J'ai vu aussi la position des évêques, etc., etc. Tout ça doit avoir lieu. Et ce n'est qu'au terme de ces débats que, après avoir écouté un maximum de gens, on puisse légiférer. J'espère que, averti par l'expérience, le président de la République sera prudent. Christian Estrosi et d'autres se sont prononcés plutôt pour la PMA. Comment sentez-vous les rapports de force, justement, pour ou contre cette réforme à l'intérieur de votre groupe, les Républicains, et de votre famille politique? Christian Estrosi n'est plus vraiment au cœur de la famille politique, quand même. N'est plus au cœur de la famille politique, mais il n'empêche que dans notre famille politique, il peut y avoir des positions diverses. Je suis attaché à ma liberté, donc je la respecte aussi pour mes collègues, compagnons, etc. Oui, tout à fait. Si vous voulez, ce sont des débats qui transcendent les organisations politiques. J'espère également, et je crois que ce sera le cas, que dans le groupe majoritaire, un certain nombre de voix s'élèveront pour donner des sentiments singuliers et différents de ce que l'on peut entendre majoritairement. Vous disiez tout à l'heure que vous vous réjouissiez en fait qu'il y ait des sujets, enfin qu'il y ait une frange qui soit allée d'une certaine façon vers Emmanuel Macron parce que ça resituait peut-être les choses sur un socle plus populaire et qu'il y avait des débats ou des questions qui vous mettaient en phase avec un public plus populaire. Est-ce que vous sentez que ce sujet et les questions éthiques
ont un écho, une résonance populaire. Et est-ce qu'il y a un clivage qui se fait entre ceux qui sont partis du côté d'Emmanuel Macron, peut-être pour des raisons liées à un soutien à des causes libertaires, je ne sais pas, ce type de cause, et puis d'autres pour qui c'est totalement indifférent? Alors, si vous voulez, l'opinion va se saisir de ce sujet. Une fois de plus, moi le premier, je n'imaginais pas que l'opinion se serait saisie de manière si conséquente, si déterminée du sujet du mariage pour tous. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Simplement, ça met du temps. Voilà. Donc. Et là, c'est encore le cas ou pas? On est très loin de la mesurer. conclusion. On est très loin de la conclusion. Il y a eu des États généraux. Les gens ont participé aux États généraux. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Maintenant, il y a l'avis du comité d'éthique qui dit un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Et puis chacun a le droit et parfois le devoir de s'exprimer. Il y a un autre sujet, ce sont les abus sexuels dans l'Église, avec la question d'une commission d'enquête parlementaire. Alors, comment vous situez-vous par rapport à ces débats? Là, c'est très simple. Si vous voulez, il y a des procédures pénales et le Parlement n'a pas vocation de, comment dirais-je, de sanctionner ou de juger. Ça, c'est clair. Par contre, il peut avoir vocation, à partir de situations pénales, de dire il faut que le droit évolue. Ça, c'est tout à fait dans sa fonction. Mais s'il le fait sur la question de la pédophilie, il n'y a pas de raison qu'il le fasse à l'égard d'une institution. Il le fait de manière générale. Et on sait que le sujet de la pédophilie n'est pas particulier, même si l'Église a été, qu'on le veuille ou non, victime de ces affaires, mais ce sujet, donc, il peut être abordé globalement, et là, c'est pas illégitime. Mais si on l'aborde sous l'angle uniquement d'une institution, ça n'a pas de sens. D'autant que cette institution n'est pas un service public, donc le Parlement n'a pas vocation à préconiser des réorganisations de ce qui n'est pas un service public. Il a par contre vocation, éventuellement, à dire, en matière de droit pénal, il faut que les choses évoluent, et ce droit pénal, il sanctionnera un animateur sportif comme un clerc, etc., qui a provoqué ce type de drame à l'égard des enfants. Donc, en soi, l'idée d'une commission d'enquête parlementaire sur ces questions-là, vous êtes favorable? Une fois de plus, à la condition que ce ne soit pas l'occasion de montrer du doigt l'Église. Je vois là peut-être même un stratagème pour certains, de façon à rendre muets certains avant des débats sociétaux qu'on évoquait à l'instant. C'est-à-dire de délégitimer le propos de certains en confondant des débats. Est-ce qu'il pourrait y avoir... En tout état de cause, par contre, si on aborde l'ensemble des sujets et les réorganisations du droit pénal que ça peut occasionner, bon, voilà, c'est pas illégitime en soi. Est-ce qu'il faut le faire et pas le faire, la question peut être posée. Qui décide que ça se fait ou pas? Après, c'est une décision de l'Assemblée, avec toute une procédure, conférence des présidents, etc. Pour le moment, la décision n'est pas prise. Donc, oui, Louis Dauphren. à quelle étape en fait de la procédure est-on aujourd'hui au moment où on parle? Ça, je ne sais pas dire. Je ne suis pas à l'initiative de la demande, donc je ne sais pas dire. Ouais. Et pour le moment, la décision n'est pas prise. Est-ce que ça pourrait poser un problème en termes de laïcité, c'est-à-dire de respect si c'était que sur l'Église catholique? Si c'était que sur l'Église, ça poserait un problème de fond. Une fois de plus, cette instance parlementaire n'a pas vocation à juger des actes et des personnes. Et la vocation est éventuellement de transformer le droit. On ne va pas transformer le droit sur l'Église elle-même. On n'a pas... le Parlement n'a pas à évoquer des sujets de droit canon, de sanctions canoniques, etc. Il a vocation à évoquer éventuellement des sujets de droit pénal, mais si c'est ça, il faut évoquer l'ensemble des situations de pédophilie qui ne se confinent pas à l'Église, comme certains voudraient nous laisser croire. Une dernière question, Louis Dauphren. Oui, une dernière question, si on doit faire un peu la synthèse sur toutes ces questions-là. Est-ce que ça vous semble un terrain politique, en fait, ces questions liées... Enfin, les questions sociétales, est-ce que pour vous c'est une diversion alors que les vrais sujets c'est le pouvoir d'achat, le chômage, l'immigration, etc. Enfin, tous les sujets. Ou est-ce qu'il y a une question de fond qui vraiment vous interpelle? Les questions sociétales, elles existent, ce sont des réalités, il y a des réalités humaines. Je ne les nie pas. Ma crainte, et on l'a déjà vu à l'époque de Hollande, c'est que, faute d'avoir une politique qui, en termes économiques et sociaux, satisfasse la gauche, on lui accorde des compensations en matière sociétale. Et ça serait pour le coup malvenu,
Et j'ai le sentiment que même une partie de la gauche populaire, celle qui est intéressée vraiment, parce qu'il y a encore des gens à gauche qui s'intéressent aux ouvriers, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent, que cette gauche-là s'est faite piéger sur ces sujets sociétaux. Vous savez, sur ces sujets sociétaux, les catégories populaires étaient bien plus de mon côté que d'autres. Très bien, Marc Le Fur, nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous vous retrouvons dans un court instant et ce sera Romain Mazenot de RCF qui vous interrogera. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Marc Le Fur, député Les Républicains. Il est interrogé par Romain Mazenot de RCF. Bonjour Marc Le Fur. Juste pour rebondir sur la partie précédente, pour être clair, oui ou non, est-ce que vous manifesterez contre la PMA s'il y a un projet de loi en ce sens ? Bon, en tout cas, on débattra. Il y aura des débats, j'imagine, conséquents, qui en font des choses. J'y participerai, je ne serai pas le seul, j'y participerai. Et puis on verra ce qu'organisera la société civile. Moi, je ne savais pas dire. Le temps de la réflexion. Je ne savais pas dire en 2012 ce qui allait se passer en 2012, 2013, 2014. Alors justement, en 2012-2013, vous aviez manifesté contre le mariage pour tous. Là, ce week-end, il y a des manifestations pour le climat. Est-ce que vous allez manifester pour le climat ? Non, mais il n'empêche que c'est un sujet. Je ne vais pas manifester pour tout. J'avais manifesté durant le mandat précédent pour deux choses, en m'opposant au mariage pour tous et en m'opposant sur un sujet qui est très préoccupant pour mon secteur, sur un impôt qui aurait été très pénalisant pour la Bretagne, c'est l'écotaxe. Ah ouais. Qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire pour lutter contre le réchauffement climatique ? Quel serait le modèle agricole éco-responsable idéal à vos yeux ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Alors, je crois qu'il y a des techniques d'agronomie, alors je ne suis pas expert, mais qui permettent très clairement de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des plantes plus économes en eau que d'autres, etc., etc. Donc tout ça est de l'ordre du possible. Il y a également des techniques agricoles. Ce qu'on appelle le sans-labour, par exemple, est économe en matière de réchauffement, etc. Donc c'est de l'ordre du possible. On présente trop souvent les agriculteurs sur ce sujet comme le problème, alors qu'en fait, les agriculteurs concourent à la solution. Mais tout de même, quand on voit la pollution aux algues vertes sur les côtes bretonnes, due au lisier de porc, c'est quand même dû à un système productiviste intensif. Je suis au regret de vous dire que l'information est un peu dépassée, puisque maintenant, nous avons mis nos rivières tout à fait aux normes européennes qui sont pourtant... Non, mais globalement, est-ce qu'on paye pas... Globalement, c'est le cas. Si vous voulez, nos rivières sont désormais... aux normes. Oui. Est-ce qu'on ne paye pas quand même de manière générale sur l'environnement le prix d'une agriculture intensive, productiviste ? Est-ce qu'il ne faut pas complètement changer de modèle ? Je ne voudrais pas que ces sujets, qui sont des vrais sujets, aboutissent à montrer du doigt, à faire le procès d'un certain nombre de professions. Et en particulier le procès des agriculteurs. Mais ils ont une part de responsabilité. Ils ont une responsabilité dans notre alimentation, qui est une alimentation... convenable en termes de quantité, convenable en termes de qualité, qui exporte, qui fournit des produits à des prix accessibles pour nos compatriotes qui, ne l'oublions pas, majoritairement sont des gens modestes. Donc, ne faisons pas le procès des agriculteurs. Si on leur fixe des objectifs clairs, ils s'adapteront, ils concourront à la solution. Et par exemple, quand le problème, c'est beaucoup plus les moutons néo-zélandais, pardonnez-moi. Et donc la lutte contre les pesticides, le glyphosate qui n'est pas dans la loi agriculture... C'est pas le même sujet. Non, mais est-ce que c'est un vrai sujet, ça c'est les agriculteurs, quand même. Oui, moi je crois qu'on peut évoluer en termes d'utilisation de produits chimiques si on se donne le temps. Et si on organise des alternatives, c'est tout à fait de l'ordre du possible. C'est raisonnablement possible dans les années à venir, oui. Depuis longtemps, on entend dire que la solution pour l'agriculture française, c'est passer quand même d'une production de masse à une montée en gamme, pour arriver à faire vraiment dans le qualitatif et se différencier des productions qui viennent à bas coût de l'étranger. Est-ce que, effectivement, c'est votre point de vue et qu'est-ce qu'il faut faire Globalement, vous avez raison. Le sujet, c'est que dans le secteur où je suis l'élu, la majorité des salaires sont des petits salaires et les gens, ils veulent des prix qui leur conviennent. Il n'y a pas que des bourgeois
parisien, si vous voulez. Il y a aussi des populations auxquelles il faut offrir une alimentation de qualité, gustativement satisfaisante, à des prix raisonnables. Et bien ça aussi qu'il faut prendre en compte. L'autre élément, c'est que si l'agriculture française n'est plus que sur des niches, elle abandonnerait la production de masse, l'exportation, à un certain nombre de pays, type États-Unis, Russie, Océanie. Et ça, même en termes géopolitiques, je trouverais que c'est une erreur. Nous devons, en Europe, avoir notre part dans l'équilibre alimentaire mondial. Il ne s'agit absolument pas de l'abandonner à d'autres grandes régions du monde. Ça serait là aussi une erreur. Et il n'empêche qu'il y a des niches, qu'on constate qu'il y a une clientèle qui s'accroît, qui se développe, qui a les moyens de cela, mais en gros, on est toujours dans les 20%. N'oublions pas les 80%. N'organisons pas notre pays sur, comment dirais-je, les besoins, voire les fantasmes des premiers de cordée. N'oublions pas ceux qui sont derrière, ceux qui travaillent, ceux qui essaient d'élever correctement leurs enfants. Leurs enfants seront peut-être ouvriers, boulangers, agriculteurs, etc. Ils doivent être respectés également. La loi alimentation qui vient d'être votée avait pour but notamment d'assurer un meilleur revenu aux agriculteurs. Est-ce que le but est atteint, selon vous? C'est un plantage à peu près total. Les agriculteurs l'ont parfaitement compris. Ils ont eu quelques illusions. Qui n'ont pas duré. Mais là, c'est un plantage total, puisque on a fait du verbe. Ce qu'il faut faire à l'égard de l'agriculture, c'est réduire ses coûts, réduire ses contraintes. Il y a d'ailleurs dans la loi de finances des dispositions intéressantes, précises, pointues, etc. Mais en tout cas, dans la loi dite Egalim, on n'a pas du tout progressé sur le revenu agricole. Est-ce que la distribution doit faire un effort ou vous craignez que ce soit finalement plutôt les consommateurs qui, au final, payent le train qu'au final? La distribution doit faire un effort, mais en tout cas, les dispositions n'ont pas été prises dans la loi pour que ce soit le cas, puisqu'on a même, alors c'est un peu technique, mais on ne s'est même pas donné les moyens d'élaborer un juste prix théorique qui permette de servir de base de négociation. Donc, pour le coup, c'est un plantage. Et objectivement, tout le monde le dit maintenant dans les responsables agricoles. En 2013, vous aviez participé, donc vous le disiez, aux manifestations des bonnets rouges contre l'écotaxe. On reparle justement de l'écotaxe en ce moment sous forme d'une vignette temporaire pour financer l'entretien des infrastructures. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui y être favorable sous cette forme-là, ou est-ce que vous soutiendrez coûte que coûte les poids lourds et... L'écotaxe, la vignette, ça pèse sur le transport des produits pondéreux, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Je croyais qu'il fallait protéger notre agriculture et notre industrie. L'écotaxe, elle tape pas sur les banquiers, elle tape pas sur les assureurs, elle tape pas sur les services, elle tape pas sur la plupart des entreprises du CAC 40. Ce sont donc nos PME qui seraient les victimes. Et encore plus dans des régions périphériquement éloignées. Chez moi, on exporte nos produits en région parisienne ou en Allemagne. C'est-à-dire qu'on traverse la France. Il n'y a pas un train qui offre la possibilité de le faire. Si vous mettez les produits de la marée que vous pêchez à Douarnenez ou à Concarneau dans un train, ils arriveront dans un état un peu lamentable 15 jours après à Paris. Donc il faut des camions. Et il faut des camions, c'est ainsi. C'est l'état de notre organisation, puisque le fret français s'est effondré. Donc globalement, si vous pénalisez ce type de produit, vous pénalisez une région complète. Je croyais que le message avait été entendu. Et visiblement, le message n'est pas entendu. Alors, je suis quelqu'un de responsable, donc je dis, pour nos infrastructures, il faut d'autres financements. Et je le propose, ce sera, j'espère, bien en débat dans la loi de finances. Nous avons actuellement des bénéfices gigantesques réalisés par les sociétés d'autoroutes. Gigantesques. Eh bien, qu'on ponctionne ces bénéfices sans qu'évidemment elles puissent augmenter leurs tarifs, et qu'ainsi, on ait la possibilité de financer un peu mieux nos infrastructures de transport. Il faut tout de même, l'écotaxe avait aussi une autre vertu, enfin un autre but en tout cas, c'était quand même de réduire la consommation d'essence, de gasoil, parce que ça pollue. Et comment atteindre... on voit le GIEC, les prévisions du GIEC sur le réchauffement climatique présentées cette semaine. Comment rester dans les objectifs qu'on s'est fixés si on n'agit pas pour réduire la consommation de... Vous réduisez la consommation des camions si vous organisez une alternative.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Le fret ferroviaire ne fonctionne vers ma région que pour acheminer des trains entiers de céréales. Bon, c'est très bien, ça marche pour ça. Mais pour le reste, ça ne marche pas. Parce que la plupart de nos usines, de nos activités, ne sont pas connectées au rail. On a mis les usines à la campagne, c'était une utopie qui s'est réalisée, mais ces usines aujourd'hui, elles n'ont pas de connexion ferroviaire pour la plupart d'entre elles. Donc il faut, si on veut maintenir cet emploi dans des secteurs ruraux, il faut une autre forme de logistique. Alors il faut progresser, il faut que la technique progresse, elle le fait d'ailleurs, peut-être insuffisamment, je suis le premier à en convenir, mais en tout état de cause, ne cassons pas ce qui existe. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais on ne me propose pas à la place des usines de moteurs d'avion. Donc je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire des gens qui veulent travailler, qui ont une capacité de produire, d'innover, etc., mais sur nos richesses de base, c'est-à-dire l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous parliez tout à l'heure des territoires qui se sentent abandonnés, des milieux populaires qui se sentent oubliés. Qu'est-ce que vous proposez à tous ces Français qui vivent dans le monde rural, qui sont confrontés à des déserts médicaux, des déserts en termes de services publics, de commerce, de petits commerces? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Très concrètement, moi je suis vraiment frappé, je le vois avec mes collègues, la notion de territoire ne leur parle pas. Ils sont dans les start-up, ils sont dans la mondialisation, c'est très bien, ça compte, mais il y a aussi des territoires. Il faut en tenir compte. Et le drame, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises contre les territoires. Je prends un exemple un peu pointu. Il y a un dispositif fiscal qui s'appelle le Pinel, qui permet d'investir pour des bailleurs dans des constructions. Eh bien, naguère, ce dispositif valait au moins pour les petites villes et les villes moyennes. Désormais, il ne vaut plus que pour les métropoles. Donc on va accentuer ce phénomène de métropolisation qui est très redoutable parce qu'il aboutit à l'abandon d'une autre partie du territoire. Je le vois même en Bretagne. Rennes, Nantes sont en train de monter, c'est très bien pour eux, mais le reste du territoire est en train de décliner. Tout ça dans une ambiance de baisse démographique française. Personne n'en parle. Mais l'un des sujets majeurs que nous connaissons aujourd'hui, c'est la baisse, voire l'effondrement de la démographie française. Voyez-le dans les entrées en maternelle. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les morts, a décliné en 5 ans de 80 000. 80 000 en moins. Nous avions un solde positif, il reste encore positif, mais le solde a baissé de 80 000. C'est gigantesque, ça c'est des sujets. Donc le risque, c'est qu'une fraction de notre territoire ne décroche. Je souhaiterais que... Moi, je ne suis pas libéral. Je considère qu'il faut l'initiative, la liberté, mais il faut aussi organiser les choses. Et il faut que nos territoires puissent être préservés. Sans ça, c'est une forme d'équilibre français qui est menacée. La pente, ce n'est pas une pente française, c'est une pente européenne et mondiale. La pente, c'est vers les métropoles. On le sait bien. Il faut que d'une manière ou d'une autre, nous sachions atténuer cette difficulté en termes de construction, en termes d'emploi. Si vous nous faites l'écotaxe, il n'y a plus d'emploi sur cette fraction du territoire. L'activité commence là, en termes également de services. Et vous posez très justement la question des médecins. Il y a une question majeure, il y a quelques décisions gouvernementales qui sont prises. La fin du numerus clausus, c'est je trouve ces décisions intéressantes. Le seul problème, c'est que le numerus clausus, ça concerne la première année de médecine, donc ça n'a d'effet en termes d'installation de médecins que 12 ans, voire 15 ans après. Ouais. Donc c'est très long. Alors, ça n'empêche qu'il faut prendre ce type de décision, mais ça n'a pas du tout d'effet immédiat. C'est pas là-dessus que quelqu'un peut compter. Voilà. On viendra sans doute, avec Romain Masneau, sur cette question des territoires, de la décentralisation, mais vous évoquiez à l'instant la question de la politique familiale. Je voudrais juste revenir dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour inverser la courbe et qu'il y ait à nouveau des naissances, puisque la France était une exception en Europe, avec un fort taux de fécondité? Déjà, il faut faire en sorte que, vous savez que les allocations familiales, le gouvernement l'a annoncé, seront figées. Désormais, il faut éviter ça, déjà, première difficulté. Et il faut... donner la confiance aux familles, je pense au débat qu'on a eu sur les pensions de réversion et sur toutes ces choses. Et il faut accueillir l'enfant par des systèmes de garde. On a des crèches. N'oublions pas aussi les assistantes maternelles qui font un travail gigantesque, en particulier dans les secteurs que vous évoquiez. Il faut que les familles se sentent accueillies. Ouais. On parlait de territoires qui se sentent abandonnés. On dit aussi que les collectivités territoriales se sentent parfois méprisées, en tout cas oubliées parfois. Est-ce que vous ressentez en Bretagne concrètement les effets de la baisse des dotations et de moins de possibilités d'action sur le terrain? Je le vois sur le moral des maires. Les maires n'ont pas le moral
Beaucoup arrêtent, démissionnent, beaucoup envisagent de ne plus se représenter, parce qu'ils ont tous les ennuis, et ils ont les exigences de nos compatriotes. Nos compatriotes sont de plus en plus exigeants, et ils n'ont pas le soutien financier, si vous voulez. Donc ça a une Au temps conséquence du sur- gaullisme, il y avait la centralisation et les sous. Au temps de la gauche, il y avait la décentralisation et déjà moins de sous. Mais maintenant, on a la centralisation et pas de sous du tout. Donc ça fait beaucoup. Donc il faut que nous revenions à cette réalité territoriale qui s'exprime aussi dans les collectivités. Le premier service dont bénéficient les familles, c'est un service offert par la commune. Est-ce que la crise des maires, quand même, n'est pas tout de même due à la montée en puissance des intercommunalités, ce qui fait qu'ils ont moins de responsabilités qu'autrefois? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème d'organisation? Alors les intercommunalités, les maires l'ont voulu, puisque globalement les communes l'ont accepté, mais c'est vrai, vous avez raison, ça peut concourir à une certaine démoralisation. On a l'impression que la décision est prise plus haut. Et c'est un peu comme le débat européen. Si cette décision est prise plus haut parce que plus haut on est plus efficace, pourquoi pas? Mais par contre, gardons la proximité pour le reste. La démocratie et la proximité, c'est lié. Or, on est en train de les dissocier. Quand vous allez faire élire les députés à la proportionnelle, vous romprez avec la proximité. La proximité, c'est l'assurance pour le citoyen de pouvoir, s'il le souhaite, contacter son député. Le député n'est qu'un parmi 577, mais il doit pouvoir le contacter. Si ce n'est pas le cas, vous tuez la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de la théorie, c'est l'identification du responsable et la possibilité de le sanctionner. Si vous n'avez pas cette identification permise par le scrutin majoritaire de circonscription et la possibilité de le sanctionner, on a su quelque chose, puisque 400 députés ont été battus ou à peu près, eh bien, vous sortez de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement des étiquettes politiques, ce n'est pas simplement des programmes qu'on applique plus ou moins, c'est aussi la possibilité d'approcher du décideur, de lui donner son sentiment et éventuellement de le corriger en bien ou en mal. Le gouvernement veut faire travailler davantage la fonction publique locale, au moins 35 heures. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça permettrait d'alléger les effectifs, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron dans sa campagne? Alors nous, on est très clairs là-dessus. Nous, on n'a jamais été partisans des 35 heures. Et là, Mais les 35 heures pouvaient au moins se 35 heures, parce que... pouvaient parfaitement se concevoir sur des postes, les ouvriers qui ont des emplois postés, qui sont soumis au 2-8, au 3-8, etc. Il y avait une logique. Mais par contre, appliquer les 35 heures à la fonction publique a été une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale. J'espère qu'on pourra y revenir. Oui. Romain disait 35 heures, mais c'est surtout on peut le fait souvent, que c'est même pas 35 heures, c'est 32 heures souvent qui sont... Tout à fait. Beaucoup de collectivités, par laxisme, il faut bien le dire, ont toléré des systèmes à moins de 35 heures, on le sait bien. Alors certains sont revenus quand même là-dessus, assez courageusement, ça n'a pas toujours été facile, mais il faut aller au-delà. Vous évoquez le lien entre les élus et la population. Y a-t-il trop de députés? Faut-il réduire le nombre de parlementaires comme l'envisage la majorité? Moi, je trouve que c'est une erreur de fond. Je développais à l'instant la nécessité de la proximité. Une circonscription, c'est actuellement 120 000 habitants. Donc 120 000 habitants, c'est déjà difficile d'être identifié, d'être connu, de circuler un petit peu. Si demain on a des circonscriptions de 200 000 habitants, le député va devenir quelqu'un de théorique, qui verra peut-être des responsables agricoles, qui verra peut-être des responsables syndicaux, mais qui ne verra plus les gens, les vrais gens. Et je considère que ça serait une erreur. A fortiori, si on va vers la proportionnelle. Vous savez, quand on se compare aux autres pays, en Angleterre, ils ont proportionnellement plus de députés que nous, par exemple. L'Angleterre, c'est quand même la mère de la démocratie. Et la proportionnelle, justement, vous en pensez quoi? J'y suis résolument, mais alors c'est toute ma famille politique, Oui. c'est clair là-dessus, résolument hostile. Mais un courant politique qui fait 11 millions de voix à la présidentielle, qui a une dizaine de députés, c'est normal pour vous? Alors c'est une difficulté. Là, cette difficulté, vous l'avez remarqué, c'est atténué. Parlons Parce que du Rassemblement national. vous évoquez le Rassemblement national. Ils ont maintenant des parlementaires qui ont été élus, Mais ils sont libres à eux de nombreux. s'exprimer. Ils sont On pas les nombreux. entend très peu. Ils dans n'ont pas les- de groupe. on les Ils n'ont pas de entend- groupe. on Vous les savez bien. entend. Vous savez bien qu'ils n'ont pas de groupe. Quand on n'a pas de c'est groupe, vrai. on n'a pas beaucoup de Enfin, moyens. même sans groupe, vous pouvez parler, vous pouvez défendre des amendements. Encore faudrait-il qu'ils le fassent. Quand Laurent Wauquiez parle de l'immigration zéro, voilà, on a l'impression que pour la ligne pour les européennes, ce sera pour l'Europe, mais contre l'immigration. C'est possible de dire immigration zéro vu le contexte international aujourd'hui? Il faut bien voir que l'immigration est devenue la préoccupation majeure de nos concitoyens. La préoccupation majeure de nos concitoyens, parce qu'ils y voient, c'est pas simplement le sujet sécurité et autres, ils y voient aussi un trouble à l'égard de leur identité, de leur mode de vie. Et en tout état de cause,
notre pays n'intègre plus. C'est aussi l'une des difficultés. Notre pays n'intègre plus. J'entends encore, pas plus tard qu'il y a quelques heures, le président Giscard d'Estaing disant que dans son mandat, il met en cause une décision qu'il avait prise et qu'il regrette désormais du rapprochement familial. Donc, soyons très attentifs à cela. Si les partis de gouvernement, les partis raisonnables, refusent de traiter ces sujets, ils seront traités par d'autres partis, et ça, j'en veux pas. On a commencé cette émission par les propos du pape, j'ai envie de finir par les propos du pape sur l'immigration. Le pape François tient des propos forts sur le devoir d'accueil des personnes qui souffrent et des populations qui sont martyrisées. Ah oui, quand vous évoquez les populations martyrisées, oui, tout à fait, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à une immigration de nature économique, qui, du point de vue du migrant, est rationnel. Il vit misérablement au Soudan, il espère autre chose, mais du point de vue du pays d'accueil, n'est pas rationnel, parce que nous ne savons pas les accueillir. Allez voir ce qui se passe dans certains quartiers, c'est indigne cet accueil que nous leur réservons, donc on ne peut pas tenir trop longtemps comme ça. Donc l'Aquarius, pour prendre ce dernier exemple d'actualité, on a eu raison de ne pas lui donner le pavillon français. L'Aquarius pose un autre problème. C'est un bateau qui, au début, sauvait des gens, certainement, mais à certains égards, va presque les chercher, puisqu'ils ont été confrontés à des difficultés avec les gardes-côtes libyens qui souhaitaient récupérer les bateaux et qui n'ont pas pu le faire. Donc, attention, la responsabilité d'un homme politique, d'une femme politique, c'est de faire en sorte que la paix sociale ne soit pas exagérément menacée par une immigration qui deviendrait massive. Merci beaucoup Marc Le Fur, notre invité. La semaine prochaine sera Patrick Kanner, le chef du groupe socialiste au Sénat. D'ici là, vous pouvez retrouver notre émission sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci de votre fidélité et à bientôt.